Maître Cheikh Oumar Konaré, le 15 mars, le procès de Sanogo et co-accusés a été vidé par un relax. On crie au scandale, à l'application d'une loi d'entente nationale, mais taillée sur mesure. Est-ce à dire que vos clients ont bénéficié aussi de la présence des militaires au pouvoir? Vous savez, cette affaire ne tombe pas du ciel. En 2013, le général Sanogo, fraîchement promu général de corps d'armée, et plusieurs militaires haut gradés de notre armée ont été arrêtés et déférés à la prison centrale, puis éparpillés à travers le pays entre divers lieux de détention, sous l'accusation d'enlèvement de personnes, puis sous l'accusation d'assassinat commis sur 21 commandos parachutistes, communément appelés Bérets Rouges. L'enquête a été confiée au juge d'instruction du 2e cabinet du pôle économique de Bamako. Ça a commencé en 2013, ça s'est poursuivi jusqu'en 2015, date où la chambre d'accusation a été saisie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et date à laquelle la chambre d'accusation de la cour d'appel a rendu son arrêt, qu'on appelle arrêt de renvoi, pour renvoyer les accusés devant la cour d'assises afin d'être jugés pour les faits que je viens de décrire, c'est-à-dire les faits d'enlèvement de personnes et les faits d'assassinat. Je dis bien en 2015, arrêt de renvoi. Et entre-temps, le gouvernement du Mali s'est rendu compte que le procès de Sanogo soulevait de très sérieuses difficultés politiques. Parce qu'un gouvernement qui décide de juger Sanogo et compagnie, c'est-à-dire les bérets verts de Kati, ce gouvernement-là ne pouvait plus s'empêcher de juger les bérets rouges eux aussi. Parce que n'oubliez pas que toute cette affaire a commencé par les bérets rouges qui avaient attaqué le camp de Kati. Et après cette attaque qui avait échoué, le colonel Abedine Guindo et ses hommes, qui étaient des commandos parachutistes, avaient été poursuivis et également détenus. Leur procès devait également être conduit à son terme si on décidait de juger les Sanogo et autres. Mais ce n'était pas le seul problème du gouvernement. Il y avait un autre problème. Parce qu'il y avait les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad qui s'étaient soulevés contre l'État du Mali et qui, en 2012, avaient envahi le nord du Mali, l'avaient mis en coupe réglée, l'avaient mis sous domination séparato-terroriste. Et finalement, ces rebelles-là avaient signé un accord de paix, dit accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ça, c'était en juin 2015 également. Alors, si vous jugez Sanogo et autres, il vous faut juger aussi les bérets rouges. Et si vous jugez les bérets rouges, vous ne pouvez pas ne pas juger les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad qui avaient commis ce qu'on appelle un crime de trahison. Parce que le code pénal dit sera puni de mort pour trahison tout Malien qui porte les armes contre le Mali.
Donc, un gouvernement chargé de juger tous ces groupes militaires, mais qu'est-ce qui va lui rester comme armée? Est-ce qu'il a même le pouvoir de juger tous ces groupes-là, étant donné qu'il n'a même pas de contrôle sur le Nord ni sur les rebelles du Nord? C'est pourquoi, contraint et forcé, mais aussi encouragé par la communauté internationale, le gouvernement a décidé d'offrir le pardon de la nation à l'ensemble des hommes armés ou des hommes ou des militaires dont les dossiers étaient concernés par la période trouble de 2012. C'est ainsi que le gouvernement a initié en 2019 une loi dite d'entente nationale. Une loi est une loi. Elle est votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, qui est le premier magistrat du pays, et publiée au journal officiel. Au même titre que toutes les autres lois, la loi d'entente nationale a été prise, promulguée, publiée, et donc les juges n'ont pas d'autre mission que d'appliquer la loi. Les juges ne doivent pas et n'ont pas pour mission de se prononcer sur la stupidité ou l'intelligence d'une loi. Les juges ont pour seule mission d'appliquer la loi, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi la loi d'entente nationale a été soulevée par les défenseurs des accusés dans l'affaire Sanogo pour être appliquée. Et que dit cette loi? Cette loi dit en son article 1er que ceux qui sont concernés par la rébellion armée au nord peuvent bénéficier de l'amnistie, c'est-à-dire du pardon de la nation. En son article 3, la loi précise que ceux qui ne sont pas concernés par les problèmes du Nord, mais qui ont commis des crimes ou qui ont commis des délits ou auxquels on reproche des crimes ou des délits commis lors des événements de 2012 bénéficient du pardon de la nation. Et le pardon de la nation se manifeste comment? Lorsque votre dossier se trouve au niveau du procureur de la République, la loi demande au procureur de la République de classer le dossier. Sans suite, c'est terminé. Lorsque votre dossier se trouve entre les mains d'un juge d'instruction, la loi d'entente nationale demande au juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu. Lorsque votre dossier se trouve entre les mains de la chambre d'accusation qui est la juridiction d'instruction de deuxième degré, la loi demande à la chambre d'accusation de rendre une ordonnance, un arrêt de non-lieu. Lorsque votre dossier se trouve en phase de jugement devant un tribunal correctionnel, donc ça c'est pour les délits, la loi demande au tribunal de rendre un jugement de relax, c'est-à-dire de dire non coupable tous ceux qui sont poursuivis. Et lorsque vous devez être jugé devant une cour d'assises pour quelque crime que ce soit visé par la loi d'entente nationale, comme c'est le cas ici, la loi d'entente nationale demande au juge de la cour d'assises de prononcer un acquittement. C'est ce qui fait que dans le procès des Sanogo et autres, le 11 mars, la défense ainsi que le parquet général, représenté par le procureur général lui-même, ont demandé
l'acquittement au bénéfice de la loi d'entente nationale, parce que les faits qui sont reprochés aux accusés se sont produits conformément à l'article 3 de la loi dans la foulée des événements de 2012. Donc c'est ainsi que les juges de la cour d'assises ont accédé à la plaidoirie de la défense ainsi qu'aux réquisitions du ministère public pour déclarer qu'effectivement, dans le dossier des Sanogo, la loi d'entente trouvait application et en conséquence, les juges ont prononcé l'acquittement des accusés au bénéfice de cette loi. Maintenant, ce que vous devez savoir, ou ce dont vous devez vous souvenir, c'est que le 11 mars, quand le procès s'est ouvert, les parties civiles constituées en collectif se sont présentés à la barre. Les parties civiles, ce sont les plaignants, c'est-à-dire les personnes dont les parents sont décédés et dont le décès est reproché aux accusés. Le collectif des parties civiles s'est donc présenté à la barre pour annoncer qu'il avait déjà trouvé un accord d'indemnisation avec le gouvernement de la République du Mali, que cette indemnisation était effective et qu'il se retirait du procès. Le collectif s'est donc désisté de sa constitution de partie civile. Tous les parents des 21 bérets rouges décédés se sont retirés du procès pour avoir été indemnisés. Et cette indemnisation dont nous avons obtenu le protocole d'accord vise, elle aussi, la loi d'entente nationale, parce que quand on pardonne à ceux qui sont poursuivis, il faut indemniser ceux censés être lésés. Maître Konaré, pensez-vous que la justice a été rendue avec l'application de cette loi d'entente nationale? Parce que certains observateurs pensent même que si la partie civile a désisté, l'action publique devait prévaloir. L'action publique ne continue pas parce que la loi demande aux juges de déclarer l'action publique éteinte. Donc c'est la loi qui a été appliquée. Les gens confondent les notions. Supposons que moi je poursuive quelqu'un pour escroquerie. La personne m'a pris de l'argent en me promettant un visa. Elle a pris mon argent, elle n'a pas pu me trouver le visa. Moi, je poursuis cette personne devant le procureur, devant le tribunal correctionnel. Mais entre-temps, moi, je reçois restitution de ce que je lui avais payé. Je viens dire au tribunal, je me désiste. D'accord? Le tribunal peut très bien prendre acte de mon désistement en tant que plaignant, mais le procureur dit, moi, je continue de poursuivre parce que cette personne-là a troublé l'ordre social. Je maintiens les poursuites contre le prévenu. Ça, c'est le droit du procureur. Mais quand la loi dit, monsieur le procureur, en raison de telle cause, si telle personne vient devant vous, votre action doit être déclarée éteinte. C'est la loi qui a demandé au juge de déclarer l'action du procureur éteinte pour des raisons d'intérêt national. Donc c'est la loi qui a éteint l'action publique. Ce n'est pas les juges qui ont éteint l'action publique. Les juges n'ont fait qu'appliquer la volonté du législateur. Maître Konaré, en tant qu'analyste politique, là on va ôter votre casquette d'avocat. Une loi est une loi, c'est vrai. Mais est-ce que les législateurs n'ont pas fauté en votant cette loi dans un pays comme le Mali? Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à toutes les formes de dérive? Je ne crois pas. Au contraire, j'estime que cette loi va permettre de panser les plaies de la nation. Vous savez, les bérets rouges qui sont morts sont nos frères. Ce sont des Maliens. Tous ceux qui sont morts, moi je ne les connais pas,
mais j'ai de la compassion pour leur famille. Pour moi, ce sont des Maliens qui sont morts. Mais le fait que des Maliens soient morts ne signifie pas que ceux qui sont poursuivis sont les coupables. Vous oubliez qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le principe de présomption d'innocence. Personnellement, moi, Maître Konaré, je me suis constitué non pas pour tous les accusés, mais pour le général Sanogo seul. Et je vous le dis, en âme et conscience, je suis convaincu que Sanogo n'a pas tué les bérets rouges ni n'a ordonné de les tuer. Si j'étais convaincu du contraire, je ne l'aurais pas défendu. Maître Konaré, une dame qui vous accuse d'être des deux parties, victime et pro, semble être lésée par la décision du verdict. Qu'en est-il? Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce dossier? Je n'ai pas répondu dans l'immédiat à cette dame parce que je la soupçonnais de venir entretenir une polémique qui enflerait jusqu'à empêcher que la cour d'assises rende l'arrêt qu'elle a rendu en faveur de mes clients, Sanogo et autres. Si j'entrais dans cette polémique à cette période-là et qu'il en découlait quelques désagréments pour mes clients, je m'en serais voulu à mort. C'est pourquoi je l'ai laissé courir, j'ai laissé la bonne dame déverser son venin sur l'ensemble de la République. Ce n'est pas seulement sur moi qu'elle a parlé. Elle s'en est prise aux juges, elle s'en est prise aux partis civils qui, selon elle, ont vendu leur mort. Elle s'en est prise au procureur général, elle s'en est prise au président Bandaou, elle s'en est prise au vice-président Goïta, elle s'en est prise à l'ensemble des juges. Et si on devait former aujourd'hui un collectif des victimes de Amina Soumaré, je pense qu'on remporterait les élections futures avec ce nombre-là. Alors, donc, je me suis tue pour préserver les intérêts de mes clients. Mais aujourd'hui, je suis libre de parler. Ce qu'il en est, c'est que la bonne dame, d'abord, n'a pas entendu ce que moi j'ai dit. Elle-même le dit. Elle dit que des gens sont venus lui dire que moi, je dis que je ne la connaissais pas. Mais je la connais parfaitement. En 2015, elle m'a été confiée par un ami. Et contrairement à ce qu'elle prétend, je ne suis pas allé la défendre dans le cadre d'un accident. Non. Au contraire, elle s'était jetée sur une bonne dame qui l'avait corrigée copieusement et qui avait ensuite porté plainte contre elle devant le tribunal de la commune 2. C'est dans ce cadre-là que j'étais allé la défendre à la demande d'un ami. Suite, et en 2015, donc ça, elle-même le dit, c'était en 2015. Et en 2015, l'arrêt de renvoi des Sanogo et autres était déjà pris. Autrement dit, lorsqu'elle me parlait de son cas de viol, la chambre, le juge d'instruction avait déjà terminé l'enquête par rapport au cas des Sanogo qui sont poursuivis plutôt pour assassinat et enlèvement. Non seulement le juge d'instruction avait terminé, la chambre d'accusation aussi avait rendu déjà son arrêt. Donc personne d'autre ne pouvait entrer dans le dossier des Sanogo si cette personne n'y était pas déjà entrée au début de la procédure. Ça, c'est un premier aspect. Donc, je ne pouvais pas, étant le deuxième avocat constitué au profit de Sanogo depuis 2013, au lendemain de son arrestation, moi, je ne pouvais pas prendre un dossier de quelqu'un qui venait 2 ans plus tard, alors que l'arrêt de renvoi était déjà pris. Je ne pouvais pas prendre le dossier de cette personne contre les mêmes Sanogo. Et si je le faisais, à supposer que j'ai
je tente de le faire. Je vais adresser ma demande de constitution à quel juge? Je suis dans le dossier de Sanogo avec près de 15 avocats. Vous me voyez, moi, venir avec une lettre de constitution d'une dame contre les mêmes Sanogo que j'ai assisté pendant tout le long de l'instruction? Je serai immédiatement traduit en conseil de discipline. Mais ce n'est pas tout. La bonne dame prétend qu'elle m'a remis un dossier et que j'aurais utilisé pour défendre Sanogo. Elle prétend avoir été violée. Sanogo et autres sont poursuivis pour assassinat. Comment moi je peux utiliser un dossier de viol pour venir défendre des gens qui sont poursuivis pour assassinat? Vous voulez que je vienne aggraver leur sort, non? Ou bien? Mieux que ça, lorsqu'on constitue un avocat, ce n'est pas verbalement. Soit il y a une convention que vous signez au terme de laquelle l'avocat accepte de vous défendre, soit vous avez payé à l'avocat une somme qu'on appelle honoraire en vertu de laquelle il accepte de vous défendre. Je mets la dame au défi de sortir une seule convention ou un seul reçu de paiement à ma personne. Je vais vous dire, elle m'a simplement parlé du fait qu'elle aurait été arrêtée et violée par des militaires. Elle n'a pas parlé de Sanogo. J'ai dit, ah bon, mais tu peux m'envoyer le dossier, on va voir. Et quand elle m'a envoyé un dossier, ce n'est même pas un dossier, c'est des photos de son visage tuméfié. C'est tout. Il n'y a pas de rapport d'expertise médicale attestant un viol. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de dossier d'enquête préliminaire. Il n'y avait rien d'autre dans son dossier que des photos. J'ai dit, mais si tu prétends avoir été violé, est-ce que tu connais tes violeurs? Elle dit non, que c'est des militaires. J'ai dit, ben, moi, je te conseille d'aller voir au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation là, qui était en cours à ses balbutiements. Et donc, d'aller voir à ce niveau-là si tu peux obtenir une indemnisation. Mais ne connaissant pas ceux qui t'ont violé, je ne vois pas comment tu peux mener à bien cette procédure-là. Et c'est sur ces entrefaites qu'on s'est séparés. Je ne me suis jamais engagé à la défendre. Elle ne m'a pas payé un franc pour la défendre. Et je ne pouvais même pas la défendre dans le dossier des Sanogo où elle n'était pas partie civile. Jamais elle n'a porté plainte contre l'un quelconque des accusés. Ces accusés-là sont poursuivis pour enlèvement et assassinat. Elle se plaint de viol. La cour d'assises est saisie de ce qu'on appelle un arrêt de renvoi. Tous les faits et les personnes qui ne figurent pas dans cet arrêt ne peuvent plus être concernés par ce procès. En 2016, à Sikasso, quand nous étions partis pour la première ouverture du procès de Sanogo, la dame était là, était citée comme témoin. Mes confrères, Maître Tchesolo Konaré et Maître Mamata Touré, vous l'ont dit. Elle était citée comme témoin. Et si, aux assises du 11 mars, elle a été citée comme partie civile, ça ne peut être que par erreur. Pour la bonne raison que rien dans le dossier ne permet d'attester qu'elle a porté une plainte contre les accusés, qui ne sont pas, je le rappelle, poursuivis pour viol, mais plutôt pour assassinat. Pour que son dossier puisse être rattaché au dossier des Sanogo, il y a impossibilité technique parce que le viol, lui aussi, est un crime. Il ne peut pas venir devant la cour d'assises avant d'avoir fait l'objet d'une investigation à travers un juge d'instruction et à travers la chambre d'accusation qui rend ce qu'on appelle un arrêt de renvoi. Si devant la juridiction correctionnelle pour escroquerie, pour vol ou autre les petits délits, vous pouvez vous présenter à la barre
avant les réquisitions du ministère public pour dire que vous êtes victime du délit commis par la personne poursuivie, cela n'est pas possible devant la cour d'assises parce que la cour d'assises ne statue que sur des faits qui ont déjà été investigués par le juge d'instruction et qui ont ensuite fait l'objet d'un arrêt rendu par la chambre d'accusation qui est la juridiction d'instruction de deuxième degré. La dame n'est pas partie civile et les parties civiles ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Elle n'a pas été appelée. Tout simplement parce qu'elle n'est pas partie civile. Si elle cherche de l'argent, si elle cherche un nom, qu'elle aille les chercher là où elle veut, mais pas sur le dos des accusés, ni sur le dos de Maître Konaré. Maître Cheikh Oumar Konaré, au sortir de cette affaire, est-ce qu'il n'y aura pas de trouble dans la démocratie ou dans la justice de notre pays si on va prendre jurisprudence sur ce qui vient de se passer? Je ne le crois pas. Toute nation traverse des périodes de troubles. Et à certains moments, la nation doit pardonner. Et ça, c'est un combat que je n'ai pas cessé de mener depuis des années. La réconciliation des cœurs et des esprits, le pardon national. Ce pardon est aujourd'hui une nécessité pour l'État malien, pour la bonne raison que c'est vrai, nous avons un pays déchiré, mais en plus, l'État n'a même pas les moyens d'appliquer la loi à tous. Si vous châtiez tel groupe, un autre groupe va se présenter que vous n'avez pas les moyens de châtier. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Si on reprime, si on juge, Sanoro, il faut juger les bérets rouges. Et si on juge les bérets rouges, il faut juger les rebelles. Et si on juge les rebelles, il faut juger les terroristes. Vous croyez que l'État a ces moyens-là? L'État n'a pas ces moyens. Et donc, jusqu'à ce que l'État soit fort, il faut trouver les moyens de préserver ce qui peut l'être de notre tissu national déjà fortement abîmé. C'est ça le sens de la loi d'entente nationale. Moi, je n'étais pas député quand on la prenait. Mais je suis sûr que cette loi sera bonne pour la survie de l'État malien. Pas seulement des citoyens, mais même du territoire. Parce que si nous ne nous réconcilions pas, si nous ne réalisons pas l'unité nationale, nous allons disparaître tout bonnement. Mais enfin, Maître Cheikh Oumar Konaré, pardonnons oui, mais pardonner sans rendre justice ne créerait-il pas d'autres rébellions sur l'ensemble du pays? Si l'on sait que le pardon sans justice engendre la vengeance engendre la guerre engendre le déséquilibre d'une nation. La justice est rendue sur la base d'une loi. Quand la loi éteint les poursuites, il n'y a plus de justice à rendre. Au contraire, appliquer la loi, c'est ça qui est rendre justice. La loi dit par exemple que le bourreau n'est coupable de rien. C'est-à-dire celui qui est chargé de vous couper la tête lorsque vous êtes condamné à mort ne peut pas être poursuivi pour meurtre parce qu'il a agi sur ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Et pourtant, il a tué. Mais c'est la loi qui lui pardonne. Celui qui, au moment de tuer son frère, était sous le coup de la démence, c'est-à-dire de la folie, celui-là, la loi dit qu'il n'a commis ni crime ni délit. Pourtant, il a tué, mais c'est la loi qui lui pardonne. Donc, c'est la loi qui crée l'infraction, qui crée la peine et qui offre le pardon.